aussi divertissant qu'édifiant. Hier, on recevait Hugo il nous a raconté, il a mangé une volée dans le métro de Montréal. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Hugo est autiste et après l'agression, il a approché les constables spéciaux qui ont, eux, appelé les policiers pour le prendre en charge. Finalement, les policiers l'ont pas mal dissuadé, Hugo, de porter plainte. On faut savoir comment ça marche quand on est agressé dans le métro. Avec nous, Jocelyn Latulippe, directeur Sûreté et Sécurité Incendie à la Société de transport de Montréal. Monsieur Latulippe, bonjour. Bon midi, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Alors, que fait la STM pour prévenir la violence et pour aider les gens à agir quand ça survient? Ben, la STM fait plusieurs choses. Premièrement, on essaie d'assurer une présence la plus permanente, la plus efficace possible dans la majorité de nos stations, par soit des ambassadeurs de sûreté, des constables spéciaux, du personnel d'opération des trains, du personnel de station. Donc, les clients peuvent venir vers nous quand il se passe quelque chose. Il y a des policiers également, des PDQ qui rentrent dans les stations. Alors, je pense que de la présence. L'autre chose, il y a des systèmes d'avis, en fait, en cas de besoin, soit dans les trains, il y a des téléphones d'urgence sur les quais et il y a le fameux texte-message là, que les gens peuvent nous texter. Il faut rappeler également qu'il y a 2000 caméras dans le métro, puis on a de la patrouille virtuelle. Alors, en permanence, on a entre 2 et 3 constables qui font de la patrouille virtuelle des caméras. C'est sûr, c'est pas parfait, mais je peux vous dire qu'on travaille très fort avec beaucoup d'ardeur. Là. Monsieur Latulippe, on ne parlera pas de perfection, là. Ça n'existe pas en ce bas monde. Là. On parlait de compétences. Puis là, le Hugo en question, là, qui est autiste, il prenait 2 places, puis je comprends que ça se fait pas dans le métro. Là. On prend une place, puis on prend le sac sur soi. Là, je comprends ça. Il a été agressé, mais là, il servait d'abord, personne vient à son aide. Vous parlez de toutes ces références-là pour aider. Il y avait personne sur place. Vous parlez des caméras de surveillance. Les policiers ont pas pris le temps de visionner les caméras de surveillance qui ont été par la suite effacées. Tout ça a échoué dans le cas de mon invité d'hier. Oui, en fait, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails de ce cas-là sur les ondes, là, mais pour vous dire que chaque cas est pris au sérieux. Maintenant, comment ce cas-là s'est déroulé? Je veux dire, on a regardé le cas, on en a parlé avec les policiers, il y a des choses qui sont arrivées, peut-être qu'ils ne sont pas, c'est pas le moment d'en discuter en ondes, mais ce que je peux vous garantir... Excusez-moi, M. Latulippe, c'est le moment d'en discuter en ondes. Là. On parle de ce cas-là, puis on se parle de la sécurité dans le métro de la STM. Alors, si vous ne voulez pas en parler là, je ne sais pas pourquoi on se parle, là. En fait, moi, je vous parle de sécurité, M. Dutrisac, des mécanismes qu'on a en place, des efforts qu'on fait, des formations qu'on donne à nos gens sur comment traiter avec les victimes et s'assurer que les victimes sont traitées humainement et rapidement. Mais moi, je vous parle de ce qui lui est arrivé à lui. Il se revire de bord, finalement, il trouve des constables spéciaux qui, eux, font rien, peuvent rien faire. Le gars s'est poussé. Il parle aux policiers. Les policiers le dissuadent finalement de porter plainte. Il est amené à l'hôpital par ambulancier. Il retourne au poste de police. Là, ça vous appartient plus. Mais pendant qu'il est dans le métro, sincèrement, il n'y a pas eu l'aide à laquelle il avait droit. Ben, je pense que la victime en question a fait affaire avec des constables spéciaux assez rapidement. Maintenant, les policiers ont été demandés sur place. Maintenant, ce qui s'est passé avec les policiers, ça, je n'entrerai pas dans le détail comment le travail s'est fait parce que ça concerne la victime et il y a des mécanismes s'il n'est pas satisfait pour porter plainte. Mais ce que je veux vous garantir, par exemple, c'est que nous, on prend en charge des victimes, les policiers aussi, le plus rapidement possible. Maintenant, comment chaque cas finit? Chaque cas est un cas d'espèce. Et là, dans ce cas-là, comment ça s'est terminé? Ben, comme je vous dis, il y a des mécanismes de recours si la personne n'est pas contente, mais je peux vous garantir que pour la réponse aux incidents, pour nous, on prend ça très au sérieux. OK, mais M. Latulippe, moi, j'apprécie que vous veniez en entrevue, mais vous avez rien à me dire. Vous me dites rien, vous me répétez les mêmes phrases creuses que votre relationniste vous a dit de dire, mais vous m'expliquez pas ce qui s'est passé. Vous m'expliquez pas, si tu te fais tabasser dans le métro, là, vous dites, il y a des services, il y a ci, il y a ça. Mais il y a 2 semaines, il n'y en avait pas. Fait que, puis les vidéos, ils n'ont pas été regardées par les policiers, ni par les constables spéciaux. Fait que vous avez beau me dire tout le plan de communication, parlez-moi de la vraie vie. Quand tu te fais attaquer dans le métro, qui va t'aider? À qui tu t'adresses? En fait, vous l'avez dit, monsieur, c'est que la victime a fait affaire avec des constables spéciaux assez rapidement qui ont été dépêchés sur les lieux. Les policiers ont été demandés. Maintenant, il y a une finale qui est arrivée à cette situation-là, qui est propre à cette situation-là. Mais ce que je vous confirme ce midi, monsieur Dutrisac, c'est que la machine est en place, le personnel est là, le système est efficace. Maintenant, comment ça s'est passé dans ce cas-là? C'est un cas d'espèce qui
comme je le disais, si la personne n'est pas satisfaite, peut porter une plainte, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a revisé le cas et la police et nous, là-dessus, c'est sûr qu'on est prêt à répondre aux questions de la victime, ça doit nous rappeler, mais il y a des choses qui ont été faites pour des raisons spécifiques. Maintenant, je ne veux pas avoir des phrases creuses, sinon que de vous confirmer que nous sommes là pour les gens, qu'il y a plein de mécanismes en place et que je peux rappeler aux gens de nous faire confiance parce qu'on prend ça à cœur. Ouais. Moi, je me souviens, M. Latulippe, là, il y a des femmes qui ont appelé à un moment donné, on parlait de la sécurité dans le métro, des femmes dans la cinquantaine, dans la soixantaine, des jeunes femmes qui se sentent pas en sécurité dans le métro. Encore une fois, je comprends, vous pouvez pas être partout, mais est-ce que vos constables spéciaux, parce que les ambassadeurs, là, vous le savez mieux que moi, sortez-moi pas ça, ils interviennent pas, ils bougent pas, ils ont un téléphone puis ils vont appeler quelqu'un. Ils servent à rien. Tu sais, ils devraient au moins servir des cocktails puis des tasses de café, ils font même pas ça. Les constables spéciaux sont même pas armés pour intervenir et il y a un rapport de la CNESST qui dit, je le cite, la réponse de l'employeur sans ambigu, les constables spéciaux devraient se protéger eux-mêmes en priorité. Car s'ils sont mis en échec, ils ne peuvent pas veiller à la sécurité de personne. Fait que là, vous avez un rapport de la CNESST qui dit à vos constables spéciaux, protège-toi avant de protéger les gens. On a rencontré la CNST, j'étais présent, puis je veux juste rappeler les choses. L'ambassadeur de sûreté, là, il est là pour accompagner les personnes, comme les dames qui peuvent être en manque de ces sentiments de sécurité. On est là pour les accompagner, marcher avec elles, rappeler les mécanismes, et surtout faire de la détection. À partir du moment où un ambassadeur voit quelque chose, il rapporte au constable, il rapporte à la centrale. Notre but, c'est de réduire le temps de délai d'intervention entre la détection de l'incident ou de l'événement. L'autre point, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a une différence entre des comportements qui peuvent être qui affectent le sentiment de sécurité et des crimes. Oui, il y a beaucoup de comportements qui peuvent affecter le sentiment de sécurité et c'est pour ça qu'on rappelle aux gens de faire appel aux ambassadeurs, aux constables spéciaux. Et il y a des crimes, mais pour une ville d'1 million d'habitants, je peux vous rassurer que le métro est un endroit sécuritaire quand on regarde le nombre de crimes qu'on a dans une journée. L'autre point, c'est que les constables spéciaux sont formés pour se défendre, mais ils sont pas non plus menacés à tout bout de champ. Je veux dire, ils interviennent de façon à favoriser la désescalade dans une approche humaine. Notre but, c'est d'accompagner les gens qui ont des enjeux de santé mentale, qui peuvent parfois être violents, et de travailler de façon sécuritaire. On met beaucoup d'emphase. On a rencontré la CNSST pour expliquer justement ce qu'on fournit comme équipement à nos constables spéciaux, comme formation, comme méthode de travail. C'est des professionnels de la sécurité publique, je vous le confirme. Et le travail d'équipe avec les ambassadeurs, les constables et les policiers, c'est une réalité quotidienne. Ouais. Là, on suggère que les constables spéciaux aient accès au service du CRPQ, ce qui est comme le répertoire là, des personnes criminalisées. Puis là, ça, est-ce que c'est fait? Est-ce que les constables spéciaux sont armés? Est-ce qu'ils ont du gaz de poivre de Cayenne? Parce qu'on dit dans le même rapport qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Non, ils savent l'utiliser, ils sont formés, puis ils l'utilisent régulièrement. En fait, c'est pas une question d'arme à feu ou pas d'arme à feu, c'est une question sur les façons de travailler. Et puis, au niveau du CRPQ, qui est le Centre de renseignement policier du Québec, on est sur le point de signer un protocole d'échange avec la Sûreté du Québec. Il faut rappeler que la loi sur l'accès à l'information provinciale fait en sorte il y a des conditions pour obtenir ces informations-là. Ça doit passer par un protocole, ça doit passer par certains mécanismes là, de surveillance, entre autres. Mais on est sur le point de l'instaurer parce que je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un besoin de savoir à qui on fait affaire dans les cas les plus difficiles ou les plus agressifs. Mais les constables, je vous rappelle aussi là, qu'au niveau poivre de Cayenne, ils sont formés sur comment l'utiliser. Ils ont un bâton de défense également. Et surtout, on leur dit de, oui, protéger les clients, mais que le délai de réponse du SPVM est actuellement aux alentours de 6 minutes dans n'importe quelle station à Montréal. Alors, je pense qu'on a un bon travail d'équipe pour garder nos citoyens et les clients très en sécurité. Là, on rappelle, évidemment, quand la grève va être terminée, là, c'est l'hiver, là, il va y avoir un retour des sans-abri dans le métro. Je lisais que jusqu'à maintenant, en 2025, il y a eu 59 000 interventions. Êtes-vous débordé? Oui. C'est pas débordé, mais disons que ça demande une gestion particulière pour être capable justement de maintenir le sentiment de sécurité qui est notre défi. Oui, il y a beaucoup d'appels, parce que le nombre que vous avez, là, qui est proche de 59 000 interventions, ça c'est interventions initiées et appels répondus.
Alors, ça démontre qu'on est en action, ça démontre, oui, qu'on travaille beaucoup, il y a beaucoup de travail, mais je peux vous garantir en même temps là, qu'on fait ce qu'il faut pour rendre ça sécuritaire avec d'autres moyens, que ce soit avec des ententes avec des organismes communautaires qui nous aident, que ce soit de travailler à réduire des espaces qui peuvent affecter le sentiment de sécurité. Il y a un ensemble de solutions actuellement qu'on déploie et bientôt, au niveau du tout ce qui est texto, ben, on va l'élargir encore plus pour rendre ça plus facilement accessible pour rassurer nos clients. OK. Il y a aussi dans le rapport de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, là, on parle de la manipulation des armes trouvées. Vous trouvez plusieurs armes, puis en même temps, quand tu trouves une arme, il faut savoir la manipuler? Oui, nos constables vont être formés, mais je vous dirais, oui, ça arrive à l'occasion. Puis aller, comme on dit, si vous ne savez pas comment la manipuler, ben mettez un ruban jaune autour, puis on va attendre la police, et les policiers vont la saisir. Notre travail, nous, c'est de procéder à une saisie ou à tout le moins de faire en sorte que l'arme représente pas un danger. Alors oui, est-ce qu'il y a un besoin de manipuler? On va former nos gens dans ce sens-là, mais ça arrive quand même pas si souvent que ça. Là. On n'est pas non plus dans un endroit où est-ce que les armes sont partout. Là. Oui. Est-ce que, en conclusion, M. Latulippe, là, est-ce que, tu sais, parce que là vous me dites qu'il y a beaucoup de ressources, là, si on se fait agresser dans le métro, mais oui. Des ressources immédiates, là, tu sais, pour se revirer de bord, là, puis s'assurer que l'agression cesse et que quelqu'un intervienne. Avez-vous vraiment ça? Avez-vous un téléphone quelque part? Avez-vous des ressources? Puis est-ce que les gens les connaissent? Oui. En fait, c'est un défi de la STM de faire connaître les différentes ressources. On parle des téléphones sur les quais qui sont directement reliés à la salle de contrôle. Vous avez également le bouton d'urgence dans les trains qui communique avec l'opérateur. Vous avez également le texte-message, le SMS, qui permet aux gens, on nous demande de le scanner, de le garder en mémoire. Ça permet de texter en toute confidentialité pour avoir recours au service d'urgence. Et il y a le 911 également qui fait en sorte que la police peut intervenir rapidement de concert avec les constables spéciaux parce que nous, on suit les trains, on a les caméras sur les quais, on est capable de voir l'incident en direct. C'est la force du message texte qui est relié directement dans notre centrale. Donc, quand les gens textent, c'est directement un constable spécial qui est devant les caméras, qui reçoit le texto, il regarde ce qu'il voit à l'écran, il est capable de diriger l'aide au bon moment, la bonne ressource. Alors, c'est très efficace. Ça, et le 911, sérieusement, on est bien servi à Montréal. OK, mais les caméras, là, parce que là, est-ce qu'on devrait prolonger le temps pour les visionner? Parce que dans le cas de mon invité d'hier, il y a 2 semaines, il parle aux constables spéciaux, il parle aux policiers, puis là, il se rend compte que les policiers disent « passe demain pour porter plainte », il passe le lendemain, mais là, ça faisait comme 36 heures ou 48 heures, puis il y avait plus d'images, puis il savait pas c'était qui, puis finalement, il n'y aura pas de plainte, puis il n'y aura pas de suite. Il y a pas un problème, là, dans la façon de procéder? On a un délai de rétention de 36 heures dans les trains et de 10 jours dans les stations. C'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau technique, mais je vous dirais que dans ce cas-là, la demande de retrait vidéo a été effectuée par les constables spéciaux. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu de suite? Ben ça fait partie de l'intervention qu'il y a eu, des communications entre la victime et les policiers. Je n'irai pas là, mais je veux simplement vous dire que le retrait vidéo avait été effectué. OK. Fait qu'on n'a pas besoin d'apporter nos propres armes pour se défendre dans le métro, là? On n'est pas rendu là, monsieur, puis même qu'on le fait avec le sourire, puis on aime ça être présent, puis accompagner nos clients, puis on essaie d'être dans des endroits où il y a le plus grand besoin de sécurité. Ouais. Et puis comme réduire le délai d'intervention avec les caméras, pour nous, là, c'est vraiment une priorité. Ouais. Puis la clientèle n'est pas facile à gérer, là. Plus il y a de sans-abri, problèmes de santé mentale, toxicomanie, on en a parlé plusieurs fois, M. Latulippe, là. C'est pas simple là, pour intervenir. Nos conseils sociaux font un excellent travail. Nos ambassadeurs de sûreté, sérieusement, vous avez bien raison. C'est pas un travail facile parce qu'on veut maintenir un équilibre social dans le métro, un sentiment de sécurité. On a toutes sortes de gens et c'est là le défi en même temps, mais c'est là qu'on est bon parce que c'est notre spécialité. Là, au moins, vous avez une grève, vous avez une pause, là, ça fait du bien. Prenez un break. Oui, effectivement, mais on prend soin de nos infrastructures quand même puis de nos clients quand ils sont là. Jocelyn Latulippe, directeur Sûreté et Sécurité Incendie à la Société de transport de Montréal. Monsieur Latulippe, merci. À la prochaine. Merci, M. Dutrisac. On vous accueille dans le métro n'importe quand. Parfait.